Dambach-la-Ville, séduisante petite cité au cœur du magnifique vignoble d'Alsace. C'est ma ville et j'en suis amoureuse. Mais ça, vous l'aviez déjà deviné. Je suis également fière de ma région. Je suis passionnée par ses châteaux forts, par ses maisons colorées, par ses cités médiévales, par ses fêtes. L'Alsace et ses grands vins, eh bien voilà, ne cherchez plus, vous y êtes. Châteaux forts, maisons étonnantes, tours fortifiées, grands vins, très grands vins, nous les avons, c'est Dambach. Avant de m'accompagner dans les secrets de ma ville, juste une petite précision. On peut dire Dambach ou Dambach. Vous pouvez prononcer son nom comme il vous plaît, cela ne change rien à sa saveur. Nous avons donc des vieilles pierres, nous avons des légendes datant de la nuit des temps, nous avons tout le charme de l'Alsace. Mais ce qui marque Dambach, ce qui distingue notre ville, ce sont nos vins de granit. Oui, de granit. La pierre de granit. C'est exceptionnel, vous allez voir. Ou plutôt, vous allez goûter. Je suis dans les vignes pour vous faire découvrir les particularités de ce terroir granitique et des raisins qu'il nous offre. Je rassemble quelques accessoires, quelques bouteilles et je vous retrouve un peu plus haut. En attendant, je vous laisse contempler Dambach ou Dambach. Nous descendrons dans ces ruelles un peu plus tard. Avant de vous parler précisément de nos vins de granit, je dois vous expliquer une particularité du climat de l'Alsace. Détail d'une grande importance. Je vais schématiser. Notre plaine est le résultat d'une importante faille. Une cassure qui va couper une montagne en deux parties. Les Vosges de notre côté et la Forêt Noire en Allemagne. Voici une coupe rapidement dessinée de la France. À l'ouest, l'océan Atlantique et la formation de nuages chargés de pluie. Ces nuages vont traverser toute la France sans rencontrer un obstacle majeur. Le premier rempart sera les Vosges. Les nuages se déchirent sur les hauteurs, la pluie se déverse pour une grande partie sur le versant ouest. C'est pour cette raison que la ville de Colmar est la plus sèche de France. La plaine encastrée entre les deux montagnes garde la chaleur, comme dans une serre conservant un air chaud. Cet effet crée un microclimat, une situation excellente pour nos raisins. En dessous, un socle de granit. Sa présence va donner une empreinte à la terre, comme un goût. La chaleur atypique de notre région va obliger les pieds de vigne à chercher l'eau en profondeur. Ils vont donc s'alimenter dans un sol marqué par cette roche et distinguer nos vins par cette minéralité. Les raisins seront imprégnés par cette identité. Nos vins seront de granit, avec une subtilité et un caractère très particulier, sans comparaison. Alors pourquoi cette roche autour de Dambach? Les Vosges sont un bloc granitique. Pendant des millions d'années, des sédiments vont recouvrir cette masse, notamment du grès et du calcaire. Sur notre périmètre, lorsque la bande rhénane va s'effondrer, les couches de sédiments vont glisser dans la plaine en découvrant la roche. Il n'y a alors plus de grès, plus de calcaire. La totalité du domaine de Dambach est sur ce granit. C'est ici et nulle part ailleurs en Alsace. Un terroir exceptionnel est un bon atout. Mais pour faire des grands vins, il faut des talents pour forger les vignes. Puis des alchimistes dans les caves, voire des magiciens, des passionnés, des rêveurs, des hommes et des vins de granit. Chaque domaine repose sur le savoir-faire d'une famille, de génération en génération. Des exploitations de petite taille permettent un beau travail. Nous sommes les artisans de nos vins. Cette vision est importante pour tendre vers une grande qualité, une grande créativité. Nous maintenons une tradition de vendange faite à la main. Le vin n'en sera que meilleur, car ce que la machine ne fait pas, nous allons prendre la peine de le faire pour un meilleur jus issu du pressoir, sans macération ni oxydation prématurée, avec un tri sélectif des grains. Et puis, aspect très important, nos vendanges nous permettent d'entretenir un lien social, donner des emplois.
Ajoutons à cela un engagement grandissant pour les vins bio, Dambar travaille son avenir. Alors, vous la trouvez comment, ma présentation? Un peu chauvine, la fille, n'est-ce pas? Mais non, pas du tout. Je vous l'ai dit, je suis juste amoureuse de ma ville, c'est tout. Mais vous vous dites, bon, concrètement, à la dégustation, cela donne quoi? Eh bien, justement, l'Angélus de midi sonne, je vais faire une pause. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon panier? Du pain, un bon Münster, un Pinot Gris de granit, un Gewürztraminer de granit, un Pinot Noir de granit et une bouteille sans étiquette. Et en plus, elle est déjà ouverte. Remarquez, c'est une bonne chose, car il a toujours été conseillé d'aérer les vins rouges. Mais essayez avec nos vins blancs. Vous serez agréablement surpris de voir l'ampleur qu'ils prennent en les débouchant quelques heures avant de les déguster. C'est un Riesling. Il est délicat, élégant. C'est un grand cru. Un Riesling Grand Cru Frankenstein. L'appellation Grand Cru consacre l'influence du terroir sur un vin. Je vous ai préparé une illustration de nos coteaux et de nos zones Grand Cru Frankenstein. Cette distinction concerne 4 cépages sur 4 secteurs. L'Angélus est terminé. Écoutez, vous entendez ce bruissement étrange qui vient de nos caves? Oui, j'avoue, j'ai l'oreille fine. Mais pour nous, ce bruit est familier. Nous l'entendons seulement durant les quelques jours de vendange. Et cette odeur qui accompagne ce bruit, vous la sentez aussi? Ces tonneaux sont en pleine fermentation. Je vous parlais de 4 cépages constituant nos grands crus Frankenstein. J'ai goûté un Riesling tiré de mon panier. Pour les autres, venez par ici. Les vignerons de Dambach ont des révélations à vous faire. Et qu'est-ce qu'une révélation chez nous? C'est cela. Alors, un Pinot Gris Grand Cru Frankenstein? C'est bien, le métier commence à rentrer. Merci Pierre. Merci. Merci. Gewürztraminer Grand Cru Frankenstein. Merci. Plus inattendu, un Muscat Grand Cru Frankenstein. La sagesse veut que je vous dise à consommer avec modération. Je vais compléter cette phrase et dire à consommer avec modération, mais se régaler avec émotion. Tous ces parfums nous ont attirés dans la vieille ville. Il est temps de parler d'elle et de la création de cette cité. Le nom de Dambach viendrait du latin Tambacum, d'origine romaine. Une villa romaine, c'est-à-dire une importante ferme, était sans doute installée dans ce secteur. La plaine d'Alsace est déjà reconnue durant cette époque pour la qualité de ses vins, pour les sols de sa plaine, riches en alluvions déposés par le Rhin. Ce fleuve apporte un développement économique et un axe marchand considérable. Avançons dans le temps. Au Moyen-Âge, en général, tout s'organise autour de l'église. Au XIIIe siècle, ce n'est qu'une petite chapelle au cœur d'un petit château, juste là où je me trouve. Au XVe siècle, la cité commence son installation. La chapelle deviendra église et s'agrandira très logiquement. Fin du XIXe siècle, elle disparaît dans un incendie. Voici sa descendance, financée par la commune. Plus belle, plus grande. Dans les alentours,
Il est coutume de dire la cathédrale de Dambach. C'est une église et non une cathédrale, mais il est vrai qu'elle est imposante et atteste de la prédominance de la ville. Ce n'est donc pas sur cette place que commence véritablement l'existence d'un village et son histoire, mais au pied de notre chapelle Saint-Sébastien, accrochée au coteau. Oberkirch est le nom du gros village installé autour de cette chapelle. Dambach n'existe pas en contrebas, nous sommes au XIIIe siècle. Dans la montagne, le château du Bernstein. Il va être la cause de l'existence de la ville. Venez, allons voir ses ruines. La balade dans la forêt n'est pas difficile, la vue sera superbe et je crois que quelques lutins pourraient nous amuser durant la montée. Ah, pas de doute, cette forêt est habitée et peut-être même par des sauterelles venus depuis l'autre versant du massif. Ce château fut construit par les puissants comtes d'Eckisheim en l'an 1000. Après l'extinction de la famille d'Eckisheim, il devient la propriété de la famille des Dabo. Lors de la mort de la duchesse Gertrude, fille du duc de Dabo, une guerre de succession se déclenche. L'évêque de Strasbourg revendique ce château. Il le veut absolument. En 1227, l'évêque oblige les habitants d'Oberkirch, le village installé autour de notre chapelle, à déménager et à se regrouper avec d'autres villages sur le site de la future ville de Dambach. Les populations alentours n'ont pas d'autre choix que de quitter leur village pour venir vivre dans la nouvelle cité. L'évêque crée ainsi une place forte dans le but d'assiéger le château. L'opération réussit. Ce château se nomme Bernstein, ce qui veut dire la roche de l'ours. Un siècle après la prise du château, les évêques de Strasbourg, heureux propriétaires, vont lancer la construction de l'enceinte fortifiée de la ville. Je suis sur le chemin de ronde de cette fortification. 4 tours contrôlent l'accès à la cité. Il n'en reste que 3 aujourd'hui. La ville est prospère, avec un nombre d'habitants croissant. Dambach est une place importante et vaste. Le mur d'enceinte est long, l'un des plus importants d'Alsace. En l'an Dieu 1323, au calende de juillet, fut posée la première pierre de cette cité fortifiée. Du granit, bien sûr. Le volume de pierre pour un tel ouvrage est énorme. La construction progressait par section de 40 mètres environ. Le nombre d'ouvriers devait être important aussi, car seulement 2 ou 3 années ont été nécessaires pour construire ce mur dans son intégralité. L'évêque avait les ressources financières. Observez, ces trous servaient à l'installation des échafaudages pour la construction et l'entretien du mur. La porte d'Ebersheim est la plus imposante. Cette tour militaire est tournée vers la plaine et son axe marchand. Avec ses salles de garde, ses postes de tir pour les archers, sa prison, elle garantit la sécurité de l'entrée principale de la ville. Mais son rôle défensif se perd durant le XVIIe siècle. Dès lors, l'enceinte et ses tours vont surtout permettre de contrôler les échanges commerciaux et donc collecter les taxes. Dambach est structurée, orchestrée, efficace. La ville brasse beaucoup d'argent et donc récolte beaucoup d'impôts. Une grande partie sera affectée à l'entretien du mur d'enceinte. Et oui, il faut garder un bon mur si la cité veut protéger ses rentes fiscales. Ces taxes portent principalement sur les transactions de vin, entre producteurs et négociants, mais aussi dans les lieux de consommation tels que les auberges, nombreuses à cette époque et très importantes dans la vie sociale. La taille de l'auberge, la couronne, témoigne de la réussite de ces établissements durant ces siècles. L'endroit accueille les riches voyageurs, contrôle les ventes de vin et assure une fonction de police en repérant les gens louches. Cette auberge est très intéressante à dessiner, car ses colombages sont assemblés d'une manière particulière. Voilà, un peu de couleur à présent. Cette autre bâtisse est également extraordinaire. Dambach est connu pour son architecture.
Les passionnés viennent étudier nos maisons car certaines constructions anciennes apportent des informations sur l'assemblage des ossatures à pans de bois et sur les techniques utilisées. Nous sommes dans le vignoble et nos bâtisses sont différentes des maisons alsaciennes de la plaine. Nous avons une base en pierre sur laquelle vient se poser l'ossature bois. Cette partie crée la cave nécessaire au travail du vin. Suivez-moi. À quelques minutes d'ici, dans la ville d'Andlau, un centre d'interprétation du patrimoine, les ateliers de la Seigneurie, nous propose une belle exposition sur les méthodes de construction. Voici la maquette de notre maison vigneronne typique. D'Ambar est ainsi agencée. C'est souvent une succession de cours fermées. Chacune est composée de la maison, de la grange, des écuries. Mais nos portes restent souvent ouvertes. Cela vous permettra de repérer de jolis détails. Avec les époques, le style de l'ossature bois évolue et fait varier les formes et les décors. Au Moyen Âge, le bois assure la solidité, sans superflu. L'assemblage est dit à mi-bois. À la Renaissance, l'ossature devient exubérante et doit être démonstrative. Les sculptures décoratives apparaissent dans les angles et fenêtres. La maison du XVIIIe siècle offre plus d'ouverture. Elle gagne des espaces habitables par l'aménagement d'étages. Dans tous les cas, le bois était assemblé hors du chantier de la maison, sur un plancher de traces. Le charpentier faisait débiter toutes les pièces. Il les assemblait au sol. Elles étaient numérotées, redressées, démontées, puis transportées sur le lieu de la construction pour un assemblage définitif. Et voilà, la couverture était en chaume jusqu'au milieu du XIVe siècle. Les maisons sont juxtaposées dans nos villages. Le feu et sa propagation rapide ont toujours été notre peur. Pour réduire les risques d'incendie, l'eau chaume va être remplacée par la tuile. Des tuiles dites romaines tout d'abord, puis des tuiles plates et arrondies dites en queue de castor. Chaque ville possédait sa tuilerie. Je pense que vous devriez venir dans ce centre, car d'autres salles vous attendent, très documentées, toutes liées au patrimoine de nos villes et villages. Retournons à Dambach. Voici notre plus vieille dame, une bâtisse du XIVe siècle. L'assemblage est dit à mi-bois, observé uniquement sur les maisons assemblées durant le Moyen Âge. Cette technique d'encastrement des pièces à mi-bois n'a pas duré longtemps. Par contre, vous pouvez en observer bien d'autres dans Dambach. Cela vous confirmera la période de construction. Un torchis vient se caler entre les bois de l'ossature. Il est constitué de paille, d'argile et souvent de cailloux, de bouts de tuiles, du crin de cheval. Ce torchis était ensuite blanchi à la chaux. Au XIXe siècle, le ciment fait son apparition. Couvrir sa maison de ciment gris est un signe de richesse. Ces petites entailles et clous dans le bois étaient faites pour aider le ciment à tenir. La mode des couleurs vives est très récente, vers 1920, grâce à la découverte d'un procédé chimique permettant de varier les couleurs, de les rendre contrastées et surtout de les faire tenir dans le temps. La chute du ciment et le retour des colombages apparents donnent un air plus gai et lumineux à nos rues. Nos maisons sont notre identité. Elles nous ressemblent. Nous les aimons, alors nous les restaurons. Ici, le torchis d'origine a été retiré, puis mouillé, malaxé à nouveau et complété de paille et d'argile. C'est très réussi. Promenez-vous un peu et jetez un coup d'œil dans nos cours et secrets. Vous allez dénicher des trésors. Par exemple, repérez les blasons sur les frontons de nos portes. Tentez de les décrypter.
Des ours et encore des ours. Vous allez en voir sous toutes ses formes en parcourant notre ville. Sur les blasons, sur des frontons, en sculpture, sur des étiquettes de bouteilles cuvées de l'ours. Ils sont même sur les sceaux de la ville, car c'est notre emblème. Une légende raconte que des ours sortant des bois pour venir manger des fruits sucrés en forme de grains ont ainsi montré aux premiers hommes que ces baies étaient comestibles et goûteuses. Ils ont ainsi découvert et mangé leurs premiers raisins. Mais nous-mêmes, nous ne savons pas pourquoi nous avons cette passion pour les ours. Moi, j'aime bien la légende des grains de raisin. Bonne découverte, messieurs, dames. Vous avez aimé toutes ces décorations au niveau des fenêtres et des poteaux d'angle? Alors, vous aimez le bois sculpté? Dans ce cas, allons à la chapelle. Il y a une réalisation qui va vous surprendre. Nous l'aimons, notre chapelle. Elle est importante dans le cœur de tous les Dambachois. L'histoire de cette chapelle remonte au Moyen-Âge. À l'origine, on pense qu'il y avait une tour de guet, endroit idéal pour observer la vallée. La base de cette tour a été utilisée pour construire le clocher. Nous sommes au XIIIe siècle. Souvenez-vous, il y avait ici un village assez important et donc une paroisse. Un clocher roman pour une église romane. Entrons. Notre chapelle est consacrée à Saint Sébastien. Mais qui était cet homme devenu saint? Nous sommes en 300 après Jésus-Christ. Il est officier de la garde rapprochée de l'empereur romain Dioclétien. Il est chrétien. Sa fonction le place proche de l'empereur. Il va demander à son souverain la liberté de culte. Un chrétien dans la garde rapprochée? Impensable. L'empereur n'apprécie pas. En guise de réponse, il sera criblé de flèches. Il va survivre à ses blessures, à l'image du Christ revenu à la vie. Rétabli, il se représentera devant son empereur. Cette fois-ci, il sera décapité. 1000 ans plus tard, la peste noire extermine les populations de notre région. Une croyance populaire germe. Cette maladie attaque soudainement la peau comme les flèches ont transpercé Saint Sébastien. Or, Saint Sébastien a survécu. Quelques guérisons spontanées et providentielles vont créer le miracle. Notre chapelle devient un site de pèlerinage, un lieu de prière pour guérir ou survivre, tout comme Saint Sébastien. La période baroque laisse son empreinte avec cet étonnant hôtel Renaissance. C'est la surprise de cette visite. Approchez. À la fin du XVIIe siècle, l'Alsace souffre. La période est triste et noire. Les familles ont été décimées par la terrible guerre de 30 ans. Les épidémies frappent les survivants. La commune va alors commander à 2 sculpteurs allemands une réalisation sur le thème de la famille heureuse et réunie. Jésus, âgé de 12 ans, est introuvable. Ses parents, inquiets, le cherchent et le retrouvent au temple de Jérusalem. Voici Marie et Joseph autour de leur fils retrouvé. Ce qui est exceptionnel, c'est la présence des parents de Marie, Anne et Joachim. Les bois de tilleul, de poirier et de chêne sont utilisés. Signe d'abondance, vous remarquez de nombreux fruits. Pommes, poires, cerises, glands, des roses, des tournesols, des grappes de raisin bien sûr. En observant Marie, vous allez être surpris. Elle porte un bustier brodé de motifs alsaciens. La coiffure est typique, ses cheveux sont tirés et maintenus par un nœud. Elle porte la tenue vigneronne réservée au dimanche. La mère de Marie porte, elle aussi, les vêtements traditionnels. Un tableau idyllique de la famille alsacienne et de la nature. Pourquoi nous l'aimons tant, notre chapelle? Eh bien, nous la trouvons douce, apaisante. J'aime venir ici et contempler ma ville. Ce serait même un lieu tellurique, chargé de bonnes vibrations. Mais une autre anecdote nous rend sensibles à sa présence et à son histoire. Lors de la Révolution française, la chapelle est sur le point d'être détruite. 32 familles de Dambach vont alors se grouper pour l'acheter, puis la transmettre à leurs descendants. Aujourd'hui, nous sommes donc 32 copropriétaires et regroupés en confrérie. La confrérie Saint-Sébastien. Étonnant, non?
Encore une exception alsacienne. Puisque nous parlons d'exception alsacienne, en voici une autre. Avec l'ours de Dambach. Nous en avons tous de ces chaussettes. C'est la parenthèse de notre balade. Et puis, en admirant cette vue, vous allez vous demander à quoi sert ce grand bâtiment blanc. Eh bien, depuis presque un siècle, il s'y fabrique de géniales chaussettes, 100% dambachoises, donc 100% françaises. Et si je vous en parle, c'est que le parcours de l'entreprise La Bonale nous tient à cœur. Tout le monde connaît un parent ou un ami qui a travaillé dans cette usine. Elle fait partie de notre histoire. À la fin du 19e siècle, en plein essor industriel, aucune manufacture ne s'installe chez nous. Mais avec l'arrivée de l'électricité, la bonneterie alsacienne s'implante en 1924. Nous sortons d'une période de guerre désastreuse entre 1870 et 1918. En plus, le phylloxéra a ravagé les vignes. L'usine va donc nourrir et sauver de nombreuses familles. On travaille dans les coteaux pour redonner vie au vignoble et en même temps à la fabrique pour gagner son pain. L'effectif était de 1000 personnes, la plus grosse unité de production en France à cette époque. La marque est innovante avec la chaussette qui ne tombe pas. L'entreprise, créée par Salomon Lipowski, passe entre les mains d'un célèbre grand groupe industriel en 1979. Et si je peux me permettre une note d'humour, celui-ci nous laissera néanmoins tomber comme une vieille chaussette pour fabriquer en Chine, bien sûr. En 1999, le site est donc sur le point d'être fermé. Mais un groupe de cadres de l'entreprise ose reprendre l'affaire avec à leur tête un leader plein de nouvelles idées. Ils renouent avec l'esprit du créateur de La Bonale, que la chaussette soit une affaire d'hommes et non de spéculateurs calculateurs. Ils ont réussi. Bravo. Vous comprenez donc pourquoi cette marque et cette usine font partie de notre mémoire collective et donc de notre patrimoine. Bon, maintenant il faut que ça tienne et que ça tourne. Alors, je vous propose quoi? Vous êtes plutôt rando et prêt à monter jusqu'au Bernstein? Ou alors vous êtes plutôt ville et à la recherche d'une dégustation dans une cave? Ou encore, plutôt fantaisie? Dans tous les cas, c'est là aussi du Dambach-la-Ville. Si vous êtes randonneur, pour découvrir nos coteaux et la montagne, le club vosgien de Dambach-la-Ville a fait un superbe travail d'aménagement des sentiers de randonnée. Alors, prenez vos cartes. Moins sportif et très agréable avec la vue dominante sur la ville, nous avons créé un sentier pour découvrir nos vignes. Nous l'avons bien sûr baptisé le sentier viticole des hommes et des vins de granit. Il est adapté aux grands, aux petits, aux familles. Il est pour tout le monde. Sur ce parcours, la confrérie des Bienheureux du Frankenstein conserve quelques rangs de vignes pour effectuer un travail à l'ancienne et ainsi transmettre aux jeunes générations les traces d'un savoir-faire. C'est souvent jour de fête à Dambach et aujourd'hui, nous fêtons les vendanges. Et justement, dans cette vigne. Ah, les voilà, je les entends. Je vous souhaite la bienvenue. C'est tellement agréable de presser le raisin avec les pieds. Vous devriez venir la prochaine fois et essayer. Sensation et rire sont garantis. Nous avons beaucoup d'autres fêtes durant toute l'année. Nous avons la magie du village de Noël, un marché paysan durant les soirs d'été. Nous avons de l'énergie, des idées. Le mieux, c'est vraiment de venir nous rencontrer. Bon alors, vous venez quand? Parce que je ne vous ai pas tout raconté. Il y a aussi des festivals, la fête du vin. En parlant de rire et de joie, je crois que les hommes et leurs vins de granit m'attendent. La fête n'est jamais terminée ici. Ah, j'allais oublier. Je vous laisse tous mes dessins exposés dans plusieurs endroits de la ville. Comme ça, quand vous serez là, vous pourrez les découvrir et vous documenter tout en vous divertissant au gré des flâneries de Dambach-la-Ville. Ou Dambach-la-Ville. C'est comme vous voulez.
Hé Ginny, tu viens? J'arrive! Une tarte flambée, ça n'attend pas. Salut les gars! Alors ça va? Ouais, ça va très bien. Il faisait magnifique, les vignes étaient magnifiques comme d'habitude.